Bonjour chers élèves, nous sommes réunis pour cette nouvelle séance de cours d'histoire et de géographie, pour cette leçon précisément qui sera destinée aux élèves du niveau de 7e. C'est le chapitre 4 du programme d'histoire qui s'intitule « La chrétienté occidentale ». Nous sommes aujourd'hui avec la leçon numéro 3. Nous avons déjà étudié dans les séances précédentes la leçon 1 et la leçon 2 qui étaient consacrées à la chrétienté en Europe. Dans cette leçon aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'expansion des chrétiens dans la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle les croisades, et les autres échanges qui existent en Méditerranée au XIIe siècle. Nous avons ici devant nous la frise chronologique qui va délimiter la période sur laquelle nous allons travailler, qui s'étend du XIe siècle au XIIIe siècle. Sur cette frise, en même temps, vous voyez les événements marquants qu'il faudra que vous reteniez, bien sûr, et qui ont marqué cette période-là, que ce soit en termes de commerce, c'est-à-dire les échanges pacifiques, vous le voyez par exemple ici avec les traités de commerce de Venise, ou des relations plus violentes, comme par exemple ici le début de la Reconquista, on aura le temps de revoir plus tard, ou bien par exemple la date que vous voyez ici, la prise de Constantinople par le croisé en 1204. Introduction. La Méditerranée est un espace de contact entre les différentes civilisations qui l'abordent, donc la civilisation musulmane, qui est plutôt au sud et à l'est, la civilisation occidentale, ou bien les chrétiens d'Occident, plutôt au nord-est, et les chrétiens d'Orient, qui, eux, se situent entre les deux, c'est-à-dire aujourd'hui l'actuelle Turquie. Et dans la classe, vous avez étudié, bien sûr, c'est l'Empire byzantin. Problématique. Quels sont les contacts entre les trois civilisations du bassin méditerranéen? Donc, pour évoquer maintenant et pour expliquer ces contacts, nous allons les diviser en deux parties. Premièrement, nous avons les contacts. La Méditerranée entre le XIe et le XIIIe siècle est un espace de conflit. Conflit, bien sûr, entre les trois civilisations qu'on a présentées dans l'introduction. Donc, l'un de ces conflits est la Reconquista. La Reconquista se passe à partir du XIe siècle, car les rois catholiques d'Espagne veulent reconquérir l'ensemble du territoire de la péninsule ibérique, car la moitié sud du territoire est occupée justement par les musulmans qui ont installé leur capitale à Grenade, justement. Cette Reconquista, lancée par le roi catholique d'Espagne, va petit à petit permettre de reconquérir l'ensemble du territoire donc, de la péninsule ibérique. Ici, les enfants, vous avez la définition du mot Reconquista. Le mot Reconquista signifie, en français, parce que le mot est en espagnol, en français il signifie reconquête. C'est tout simplement l'époque durant laquelle les chrétiens d'Occident vont attaquer le musulman qui se trouve au sud de la péninsule pour récupérer, comme on avait dit, l'ensemble de leur territoire. Ici, dans cette carte, vous voyez que le nord du territoire est occupé par des royaumes chrétiens, comme le royaume de Léon et de Castille, le royaume de Navarre, et que le sud, c'est-à-dire la partie verte, est justement occupé par les musulmans, dont la capitale se trouve justement ici, à Grenade. Et la ligne que vous voyez ici et la ligne que vous voyez ici montrent justement que la progression est continue. Petit à petit, les chrétiens d'Occident reconquièrent l'ensemble du territoire espagnol. Donc ça, c'est déjà le premier type de contact. Contact guerrier, contact militaire entre les musulmans et les chrétiens justement pour reconquérir un certain nombre d'espaces. Ensuite, ces contacts guerriers sont aussi initiés par le pape Urbain II. À ce moment-là, on les appelle les croisades. Les croisades, là aussi il faut qu'on définisse le mot. Le mot croisade, ça signifie porter la croix. Donc c'est un combat que les chrétiens vont mener au nom de Dieu justement pour libérer les terres saintes occupées par, entre guillemets, on va dire les mécréants. D'accord? Donc en 1096, le pape Urbain II va demander aux chevaliers d'Occident de porter secours, par exemple, aux Byzantins, mais aussi partir pour délivrer le tombeau du Christ qui se trouve à Al-Qudus, justement, l'actuelle Jérusalem, en disant justement que les terres chrétiennes sont occupées ou bien menacées par le musulman. Et
en 1099, ces croisés-là, partis à l'appel justement du pape Urbain II, vont réussir à prendre la ville de Jérusalem, qui va être tout simplement saccagée, elle sera aussi pillée, et bien sûr, les habitants vont être en grande partie massacrés. Finalement, une fois que les croisés prennent les territoires, ils vont y créer ce qu'on appelle les États latins d'Orient. Nous voyons ici, par exemple, sur cette carte, les trajets des croisés qui sont principalement partis du royaume de France, du Saint-Empire germanique, jusqu'à ce qu'ils arrivent justement en territoire musulman. Donc, ils ont traversé quasiment toute l'Europe, puis l'Empire byzantin, justement, vous le voyez ici. Ensuite, il arrive dans le monde musulman. Et à partir de là, les conflits vont se multiplier jusqu'à ce que finalement, la ville de Jérusalem soit prise justement en 1099. Donc ça, c'est déjà la première croisade, guerre sainte pour libérer une terre dominée par les musulmans. Bien sûr, après, et bien sûr, nous voyons ici la partie qui est assurée, la création des États latins, une fois que, bien sûr, les chrétiens auront pris le territoire. Et Jérusalem va devenir justement la capitale. Ensuite, cette première croisade va être suivie par d'autres croisades. En tout, on aura 7 qui vont s'étaler du XIIe au XIIIe siècle justement, et qui vont à chaque fois avoir pour but de repousser encore plus le musulman. Bon, il y aura une de ces croisades, c'est la 4e que vous voyez ici, qui, elle, ne va pas se terminer vers les territoires musulmans. Lors de la 4e croisade, les chevaliers chrétiens d'Occident vont être détournés. Au lieu d'attaquer les musulmans, comme c'était prévu, ils vont plutôt se tourner vers la ville de Constantinople, qu'ils vont piller et saccager en 1204. N'oubliez pas que la ville de Constantinople est elle-même une ville chrétienne. L'Empire byzantin est chrétien, justement. Et là, ça va créer justement un autre problème, ce sera celui de la division définitive et les chrétiens d'Orient orthodoxes qui, eux, habitent bien sûr l'Empire byzantin. Enfin, les musulmans ne restaient pas tranquilles durant cette période. Donc, à chaque croisade, il y aura bien sûr une contre-offensive. Cette contre-offensive, nous allons l'appeler le djihad, justement. Et l'un de ces djihads le plus célèbre est celui que Salah ad-Din ibn Ayyub a mené en 1187, qui va aboutir à la fin à la reprise de la ville de Jérusalem des chrétiens, justement. Bien, donc, petite parenthèse pour la définition, le mot djihad, c'est un mot arabe qui signifie guerre sainte. Donc, rappelez-vous, les chrétiens utilisent le mot croisade et les musulmans utilisent le mot djihad. Les deux mots ont le même sens, mais bien sûr, chacun pour leur Dieu, on va dire. Ensuite, le mot djihad peut être aussi utilisé pour parler de l'individu lui-même. Djihad, ça signifie faire un effort sur soi-même afin de renforcer sa foi, justement. Deuxième point de définition, Salah ad-Din ibn Ayyub, que les Occidentaux appellent Saladin, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer Salah ad-Din, justement, était le vizir d'Égypte. Vizir, ça signifie gouverneur, si vous le traduisez dans la langue française. Donc, de 1169 à 1193, justement. Et cet homme-là, petit à petit, sous son règne, l'Empire musulman va commencer à retrouver, bien sûr, sa puissance d'avant. Et on avait déjà parlé de l'une des plus grandes batailles qu'il a menées et qui a permis de récupérer justement la ville de Jérusalem. Avant de passer au point 2, nous avons ici une carte qui résume toutes les idées que nous avons développées maintenant. Par exemple, ici, dans cette partie, vous voyez la Reconquista. Et ici, vous avez un certain nombre d'exemples sur les croisades qui se sont déroulées dans la Méditerranée, justement. La plus intéressante, par exemple, bon, je ne dis pas la plus intéressante, mais la plus originale, c'était la 4e. Là, elle est en noir sur la carte et vous voyez les chemins qu'elle a pris. Elle est partie de l'Europe pour se terminer à Constantinople, justement. D'accord ? Bien, deuxième point de notre leçon, la Méditerranée, en même temps, est aussi un espace de contact pacifique. On parle d'échange. Donc, nous allons retrouver en même temps qu'il y a ces guerres-là, des échanges intenses en Méditerranée entre les trois civilisations qui la composent. Par exemple, les produits orientaux
lorsqu'on parle d'orientaux, on va parler de toute l'Asie, surtout on va insister sur la Chine, par exemple l'Inde. Le produit justement qui vient de ces régions, comme par exemple l'encens ou les épices ou la soierie justement, va passer d'abord par le monde musulman avant de transiter par Constantinople, c'est-à-dire l'Empire byzantin, et finalement c'est terminé dans les marchés européens. Donc les trois civilisations de la Méditerranée gardent bien sûr des liens étroits et pacifiques entre eux, basés principalement sur les échanges commerciaux. Donc au fil du temps, d'autres acteurs vont apparaître, comme la ville de Venise par exemple, ou la ville de Gênes, qui vont devenir aussi de nouveaux intermédiaires dans ces commerces en Méditerranée. Surtout avec l'affaiblissement de Constantinople qu'on avait vu lors de la 4e croisade. Les échanges dans la Méditerranée sont aussi des échanges de type culturel. Donc, sur le plan culturel, les échanges pacifiques de la Méditerranée sont aussi d'ordre culturel. Donc, lorsqu'on parle de la culture, nous parlons des échanges, par exemple, scientifiques ou, par exemple, des échanges au niveau du mode de vie. Donc, il y aura des échanges culturels intenses entre les différentes rives de la Méditerranée, c'est-à-dire entre toujours les trois civilisations. Par exemple, des philosophes musulmans et des savants musulmans vont d'abord, dans une première phase, acquérir les savoirs européens, surtout les savoirs grecs et romains de l'Antiquité, qu'ils vont retravailler, qu'ils vont bien sûr améliorer et qui, petit à petit encore, va retourner vers le continent européen. Ici, par exemple, vous avez l'un des philosophes et savants le plus célèbre du monde musulman, Ibn Rushd, que les Européens connaissaient sous le nom de Averroès, justement. Nous avons par exemple ici un autre de ces savants musulmans. Sur cette image, nous voyons la traduction du livre d'Ibn Sina, qui a été traduit justement en latin au XIIe siècle et qui traite justement de la médecine. Nous continuons sur le même chemin. Nous avons ici Al-Idrissi, célèbre encore une fois cartographe musulman, qui, à la demande par exemple du roi Roger II de Sicile, a mis en place une carte du monde connue de l'époque. Nous voyons sur cette carte, nous voyons par exemple le continent européen, africain et asiatique, ainsi que la mer Rouge et la mer Méditerranée. Bien sûr, chers élèves, il se peut que ça vous pose un problème et que vous n'arrivez pas à vous repérer dans cette carte parce qu'elle ne respecte pas la logique que nous on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire le nord et le sud que nous utilisons habituellement en cartographie. On va la changer un peu de perspective et ici par exemple, vous voyez que la carte, nous l'avons tournée. Et là, j'espère que vous arrivez à reconnaître, même si c'est un peu grossier, il faut vous imaginer à l'époque justement, l'Europe est là, la Méditerranée est là, nous avons la péninsule arabique, le Moyen-Orient justement, la mer Rouge est là justement. Donc c'est exagéré, c'est un peu plus grand parce que c'est le travail d'époque justement. Et là, par exemple, se trouve quelque part par ici, nous avons Djibouti justement. Donc ces savants-là, leur savoir ne sera pas uniquement réservé à une civilisation, mais il y aura d'intenses échanges donc, culturels et scientifiques entre les civilisations de la Méditerranée. Nous terminons par les espaces les plus proches, là où chrétiens et musulmans sont côte à côte vraiment. Et donc, en Orient, par exemple, c'est que nous appelons aujourd'hui le Proche-Orient, les États latins d'Orient, au moment où les croisés chrétiens l'occupent, bien sûr, ils côtoient à chaque fois le musulman. Et donc là, en plus des échanges culturels et commerciaux, il y aura même un échange de mode de vie, justement. À partir de ce moment-là, on parlera de syncrétisme. Les religions vont se mélanger, les cultures vont se mélanger, les modes de vie vont se mélanger. Nous avons par exemple ici un chevalier chrétien, vous le voyez à gauche de l'image, en train de jouer aux échecs avec un chevalier musulman. D'ailleurs, ce jeu, le jeu d'échecs, a été amélioré et popularisé par les musulmans. Donc, lorsqu'on joue dans ce jeu et qu'on gagne à la fin contre l'adversaire, on dit souvent échec et mat. D'accord? Là, c'est aujourd'hui la langue française que nous utilisons. Mais les mots échec et mat sont dérivés du mot al-sher mat. Ça veut dire que le roi ou bien le chef est mort.
Donc là, vous comprenez un peu ce que je disais par le mot syncrétisme. Il y a des expressions ou bien des mots ou bien des mots de vie qui se transmettent des civilisations, par exemple, à l'autre. Nous avons fini notre leçon sur les contacts et les croisades à l'intérieur de la Méditerranée. Vous avez devant vous maintenant une carte bilan. Il faudra bien retenir cette carte-là, chers élèves, parce que nous voyons ici à la fois les contacts guerriers, ce sont par exemple ces flèches violettes, la Reconquista en Espagne, les croisades en Méditerranée, du monde chrétien vers le monde musulman. Vous voyez par exemple ici en violet à l'intérieur de la zone musulmane qui, elle, est en vert, les États latins qui étaient nés des premières croisades justement. Et puis en même temps, qu'est-ce que vous voyez? Les échanges commerciaux, ce sont les traits bleus justement, les routes maritimes qui permettent de relier ces trois civilisations de manière pacifique. Et là, encadré, ce que vous arrivez à voir maintenant, c'est quoi? Ce sont les différents produits que les trois civilisations de la Méditerranée échangent les uns avec les autres. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.